chers cadres du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, messieurs les membres du bureau politique national, messieurs les vice-présidents, messieurs les secrétaires généraux, messieurs et mesdames les secrétaires nationaux, mesdames et messieurs les coordonnateurs nationaux, régionaux, départementaux, messieurs les présidents des comités communaux, chers journalistes, à une époque j'aurais pu dire chers confrères, mais vous savez qu'en cette période, on doit rendre le tablier. Je voudrais commencer par vous présenter les excuses du PCRN pour ce retard à l'allumage. Vous avez dû vivre vous-même les nombreux embouteillages qui ont secoué la ville de Yaoundé en cet après-midi. Ceci dit, nous allons commencer à l'instant. Mais je voudrais vous présenter, chers journalistes et même internautes, parce que je sais que nous sommes suivis à travers le monde, je voudrais vous présenter 2 des 3 interlocuteurs valables qui seront des points focaux essentiels pour cet événement. Je voudrais vous présenter les co-directeurs de campagne du candidat Cabral Libby du PCRN. Elle, vous la connaissez déjà parce qu'elle a ébloui aussi bien vos plateaux de télévision que les chaînes de radio et même les colonnes de la presse écrite. J'ai le plaisir, l'honneur et même la joie de vous présenter une fois de plus Madame Noah Biloa Anne Segonde, co-directrice de campagne du candidat Cabral Libby. À ses côtés, un qui s'est illustré par la bonne organisation d'un événement politique qui fera date. Vous savez que le PCRN a connu un long feuilleton judiciaire qui s'est heureusement soldé par 7 décisions de justice en faveur. Alors que nous étions encore dans l'expectative de la 5e victoire judiciaire, nous nous sommes risqués d'organiser dans la localité de Kola Famba le congrès du PCRN qui est et restera dans les annales, et il était sous le chapeautage, j'espère que le mot existe, de M. Mokhtar, co-directeur de campagne du candidat Cabral Libby. Ils sont 3 co-directeurs de campagne, le 3e est encore outre-Atlantique pour des besoins de la cause. Vous savez, l'élection présidentielle concerne aussi bien les compatriotes du terroir que ceux de la diaspora, mais je voudrais que vous fassiez le même standing ovation à Barrister Tamfou Richard, qui est le 3e co-directeur de campagne. Et bien, après vous avoir présenté ces figures de proue, j'allais dire ces interlocuteurs valables, vous aurez noté au passage que, même si nous ne sommes pas dans une parité 50-50, mais il tient à cœur au PCRN que les femmes, non pas seulement parce qu'elles sont du sexe féminin, mais de par le talent et la compétence qu'elles drainent, vous aurez noté au passage effectivement qu'il y a dans ce duo de mâles une dame et non des moindres. D'ailleurs, je ne vais pas créer une polémique en disant que dans le texte qui les nomme, elle arrive évidemment en tête. Mais bon, rien les mentions inutiles. Je rappelle quand même que le président national du PCRN, candidat à l'élection présidentielle, n'a eu de cesse de dire que la primature, dès la fin de cette année 2025, sera sous la commande d'une dame. Donc les femmes au PCRN, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous noterez également que sur les 5 députés du PCRN, 2 sont des femmes. Mais ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est naturellement ce que les candidats proposent au peuple camerounais et aux électeurs. Je voudrais dire que la candidature du président Cabral Libby repose sur 3 piliers. Le premier de ces piliers, vous le voyez déjà, c'est le slogan autour duquel est bâtie sa candidature. Réussir ensemble, les anglo-saxons diraient « succeed together ». Cabral, succeed together. Cabral, réussir ensemble. C'est une façon claire de dire que sa candidature est inclusive et que son magistère à la tête de l'État sera également inclusif. Le deuxième pilier sur lequel repose naturellement sa candidature, c'est l'idéologie du PCRN. Vous connaissez déjà son idéologie, le fédéralisme communautaire, on l'a expliqué et même explicité pendant longtemps. Le troisième de ces piliers, c'est le projet de société qui est contenu dans un livre projet de société, ce que j'ai vu manifeste de la rupture et du progrès. Mais davantage, ce sur quoi repose sa candidature, c'est son programme politique. Le programme politique est différent du projet de société en cela qu'il est statistique, il est programmatique et il est concret. C'est donc sur ces éléments et davantage sur ce dernier élément que va reposer la conférence de presse de cet après-midi. Et je m'en vais tout de suite et maintenant vous demander d'accueillir sur cette estrade, j'allais dire sur ce pupitre, le très probable, très certain
l'inamovible. D'aucuns l'appellent l'ouragan. J'ai entendu des journalistes dire qu'il est sémillant, intelligent, constant, permanent et tout simplement l'homme de la situation. Je vais donc vous prier, mesdames et messieurs, je ne sais pas pourquoi Pierre-Carole Boel qui s'occupe du protocole traîne à faire venir le président Cabral Libye qui va, sous votre demande d'ailleurs, vous entretenir sur son programme politique, sur quoi va reposer exactement sa vision, quelles vont être les priorités, qu'est-ce qu'il propose sur le plan économique, social, culturel et que sais-je encore. Eh bien, nous ne perdons rien à attendre parce que je l'aperçois déjà qui est en train d'arriver. Et donc, cette conférence de presse va, comme d'habitude, porter sur deux tableaux. D'abord, son mot introductif dans un court instant. À la suite de cela, nous donnerons la possibilité aux journalistes qui auront encore quelques préoccupations, eh bien, de l'interroger. Mesdames et messieurs, le président Cabral Libye. Bien. Merci, chers journalistes, mesdames, messieurs. Il faut peut-être fermer cette porte, parce qu'il y a le bruit qui vient. Déjà, je vous prie de nous excuser pour le retard d'aujourd'hui. Ça fait 38 minutes. Il fallait faire de petits réglages. J'espère que vous avez compris également le décalage, parce que la dernière fois que nous nous sommes vus, nous nous étions donné rendez-vous le 19 septembre. J'étais parti pour un meeting à l'étranger, et puis les modalités du retour n'ont pas coïncidé. Du coup, je suis rentré un peu plus tard. Ce jour, il y avait eu plusieurs questions qui étaient en rapport avec le programme, et nous nous sommes promis d'en parler aujourd'hui. Alors, je vois plein de journalistes assis qui, eux, ne peuvent pas me voir. Je vois des gens qui regardent à gauche, à droite. Je vois Jules Lobo qui fait une gymnastique incroyable pour guetter et me voir. Je ne sais pas si ceux qui ont des caméras, une fois que les caméras sont positionnées, est-ce que vous êtes obligés de rester? Puisque de toute façon, je suis stable. Donc, si vos caméras sont vraiment stables, en principe, vous n'êtes pas obligé, vous, d'être derrière la caméra. A priori, hein. A priori. Je ne suis pas caméraman, mais enfin, je présume que c'est comme ça. Alors, j'ai tenu à ce que tous, autant que vous êtes en arrivant, qu'on vous donne déjà la documentation. Est-ce que vous la presse devant moi? Ce que je vais commencer par partager avec vous, c'est même pas ce qu'il y a dans le document qu'on va vous donner, mais dans cet ouvrage, qui lui est publié depuis août 2024. Et j'ai toujours été étonné, mais c'est vrai, vous n'avez pas toujours le temps, j'ai toujours été étonné que les journalistes fassent peu cas de ce que j'ai dit là-dedans concernant la presse. Donc je vais me contenter de lire ce qui est déjà écrit. Nous disons ceci. Il est temps que le Cameroun se dote d'une véritable institution publique indépendante de régulation de la presse. Cette institution sera dirigée par un conseil de 11 membres, dont 3 désignés par l'Assemblée nationale, 4 par les médias eux-mêmes et 4 par le président de la République. L'organe de régulation aura entre autres comme compétences la formation et le recyclage, l'octroi de la carte de presse, l'attribution des fréquences, la promotion des langues nationales, le suivi des programmes, les sanctions, l'émission des avis à la demande du gouvernement ou du Parlement, l'organisation des campagnes électorales radio-télévisées en veillant à l'égalité et à l'équité, le respect de la concurrence et le règlement des conflits entre pairs. Voilà par exemple dans notre programme ce que nous proposons en ce qui concerne l'organe de régulation de la presse. Nous poursuivons en disant ceci. La viabilisation économique des médias n'est pas une faveur. C'est une mission régalienne de l'État. Car au-delà de la mission d'irrigation démocratique, les médias emploient. Ce sont des PME qui ont d'ailleurs vocation à devenir de grandes entreprises. Si la création d'une entreprise de presse écrite est relativement facile au Cameroun, il en est autrement des médias audiovisuels. 50 millions de francs CFA pour une radio et 100 millions de francs CFA pour une télévision, ce sont là des coûts prohibitifs pour une licence, qui justifie en partie le régime de tolérance administrative, source d'insécurité juridique et d'incapacité d'accès au crédit pour les médias. Parce que ça, c'est une question qu'on n'évoque pas toujours. Le média, comme une entreprise, doit pouvoir accéder au crédit. Mais pour que vous puissiez accéder au crédit, vous devez donner aux prêteurs des gages de sécurité juridique qui, eux, se résument à la licence, que parfois beaucoup de médias ne peuvent pas avoir parce que justement, c'est prohibitif. Et nous disons donc que l'accent à l'ouverture d'un média doit être mis sur des conditionnalités techniques et professionnelles. L'État doit se contenter de fixer un standard qualité et veiller rigoureusement à la conformité. Lorsque ces conditions minimales obligatoires sont réunies, la licence doit être octroyée immédiatement moyennant le paiement d'une somme n'excédant pas 1 million de francs CFA. Il est sûr de tous que le caractère prohibitif des conditions d'entrée dans un secteur professionnel paralyse le secteur et le rend improductif. Toute entreprise est appelée à grandir. C'est pour cela qu'il faut encourager la petite entreprise et non l'entrée en haut de gamme. À l'ère des télévisions numériques, une modernisation du décret du 3 avril 2000 portant libéralisation de la presse audiovisuelle qui s'indexe désormais à la loi du 20 avril 2015 s'impose. C'est la fameuse loi que moi j'appelle souvent la loi Chiroma, la loi du 20 avril 2015. D'ailleurs, cette loi doit elle-même faire l'objet de révision.
des alourdissements du régime de la licence liés au droit d'entrée et au droit de renouvellement sont anachroniques. Tout comme le monopole étatique de multiplexage qui est antinomique à la dynamique proclamée de libéralisation. Ça, c'est des choses qui sont contenues dans cette loi. On n'en parle pas toujours. Dans cette veine, il urge d'agir pour acquérir notre souveraineté dans la distribution audiovisuelle. Rien ne justifie l'accès numérique aux télévisions nationales via exclusivement des bouquets étrangers. Et je crois qu'on a tous été frappés par cela, notamment lorsque nous accueillons la Coupe d'Afrique des Nations, où pour regarder le Cameroun jouer au Cameroun, on était tous obligés d'acquérir des décodeurs de bouquets étrangers. Je me demande d'ailleurs pourquoi cela n'a pas scandalisé grand monde à l'époque. Et vous vous souvenez tous que justement en 2015 ou 2016, 2014, 2015 par là, il y a eu un gros débat au Cameroun sur ces questions du multiplexage, sur la TNT. Dieu seul sait ce que c'est devenu et l'argent qui a été dépensé pour cela. Il faut donc, dans de brefs délais, des bouquets satellitaires camerounais, une réforme qui ne pourra voir le jour, évidemment, grâce à la nouvelle politique satellitaire que nous proposons. Et ça aussi, c'est une vraie question. Chaque fois qu'on évoque la question du satellite au Cameroun, on donne l'impression que c'est une question aérienne. Mais nous ne pouvons accéder à la souveraineté numérique, et notamment vous, que si nous avons des satellites. Mais les satellites, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on appelle les satellites géostationnaires qui sont placés en orbite, à 35 000 km de la Terre, et puis les satellites de basse altitude qui nous sont devenus familiers parce que c'est ce qu'utilise notamment Starlink, Elon Musk, même si par ailleurs Starlink est interdit au Cameroun. Mais qu'est-ce qui empêche, le Sénégal vient de le faire je crois, dès qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui empêche que le Cameroun ait une politique de souveraineté satellitaire? Ben, personne ne répond à cette question, mais nous on apporte une question là-dessus. Donc, plutôt que de comprimer les entreprises audiovisuelles nationales, il faut libérer leurs énergies. C'est ainsi que le paiement de la redevance annuelle de 4,5% du chiffre d'affaires hors taxe doit être supprimé. Alors ça aussi, c'est une question qu'on n'aborde pas beaucoup. La fameuse loi Chiroma du 20 avril 2015 est une loi qui institue cette redevance annuelle de 4,5% du chiffre d'affaires. Comme ce n'est pas appliqué actuellement, on n'en parle pas. Mais c'est dans la loi. En principe, chaque radio au Cameroun, chaque télévision au Cameroun doit s'acquitter annuellement de cela. Ce n'est pas appliqué, je le sais. Mais ça existe dans la loi. Donc ça devrait être appliqué. Et quand on connaît le régime, parfois d'indigence dans laquelle ce secteur se trouve, on se demande bien par quel génie dans ce pays on a pu adopter une loi pareille. Moi, à l'époque, je me souviens, j'étais encore chroniqueur et j'avais crié au scandale. Bon, quand je crie souvent au scandale, on dit que je le dis parce que j'ai été moi-même un acteur de la presse. Au regard crucial du secteur, au regard du rôle crucial que joue le secteur des médias, l'État doit passer de l'aide à la subvention de la presse. Il doit passer de l'aide à la subvention. Mais ça ne vient pas forcément de moi. Je reprends là une revendication qui est propre à la presse depuis très longtemps et que moi je m'engage tout simplement à appliquer. Il faut qu'on passe de l'aide à la subvention. Et nous proposons d'ailleurs qu'un compte d'affectation spéciale renfloué de 5 milliards de francs CFA soit érigé ou institué à cet effet au Cameroun. Ça, c'est également des propositions que nous faisons par rapport à la presse. Et puis peut-être dernière chose, nous proposons de dépénaliser partiellement les délits de presse. Il y a une chose qui est amusante et nous l'avons relevé. La loi de 90 sur la liberté de la presse a 90 articles. 90. Et dans les 90 articles, il y a 27 qui commencent par est puni d'une amende et d'une pénalité de. Je vous invite vous-même à regarder encore. La loi n'a que 90 articles. Et sur les 90 articles, il y a 27 des 90 qui commencent par est puni d'une amende ou d'une pénalité de. C'est un corset répressif qui est juste incroyable, dans lequel la presse baigne comme elle peut. Nous pensons qu'il faut mettre un terme à cela. Puisqu'on parle de programme, j'ai voulu, puisqu'aujourd'hui j'ai la presse devant moi, j'ai voulu commencer par ce qui touche directement à la presse. Tiens-moi ça s'il te plaît, Jojo. Pour le reste, je crois que vous avez déjà le document. Vous avez les documents entre les mains. Tout est clairement détaillé. Donc je ne saurais me permettre ici de revenir sur ce document. Puisque les grands journalistes que vous êtes, vous prendrez la peine d'aller les lire, de les éplucher. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre programme économique, et vous l'avez entre les mains, s'est fixé 7 objectifs et repose sur 13 piliers. Peut-être un sur lequel je vais revenir, ou que je vais partager, puisqu'il y a des gens qui sont en train de nous regarder, et qui va concerner certainement l'entreprise. Parce que dans notre projet à nous, nous pensons qu'il faut permettre à l'entreprise de créer de la richesse. C'est pour ça que je m'intéressais tout à l'heure à l'entame de mon propos à l'entreprise de presse. Le 6e pilier, c'est la fiscalité optimisée et allégée. Nous proposons donc la mise en place au Cameroun de ce que nous avons appelé le SIGIFT, le système intégré de la fiscalité et des transactions économiques, qui est un outil de cartographie de l'économie qui permettra en fait de faire passer le budget du Cameroun d'un peu moins de 8 000 milliards actuellement à au moins 15 000 milliards en 2 ans. En fait,
C'est la question qu'on va poser à chaque candidat quand il a fini de grainer ses belles intentions. Comment tu vas financer? La priorité pour nous, c'est même de financer en fonds propres. Est-ce que les Camerounais se rendent compte que lorsqu'on dit que le PIB du Cameroun, c'est 25 000 milliards, est-ce qu'ils se rendent même compte que ce PIB-là, ces 25 000 milliards, ne représente que 10% de l'économie? C'est logique. Parce que les mêmes statistiques nous disent que seulement 10% de l'économie camerounaise est formelle. Donc, ce n'est que la partie formelle de notre économie, ce n'est que l'activité de la partie formelle de notre économie qui apparaît dans les comptes nationaux. C'est pour ça qu'on a parfois, on est tous frappés par une forme de paradoxe qu'il y a au Cameroun à chaque fois. On dit qu'il y a, les gens sont pauvres, mais en même temps les gens vivent. Et en paradoxe, parfois on dit, mais si on est si pauvre, pourquoi on construit des maisons? Si on est si pauvre, pourquoi les gens ne sont pas tous maigres? Et ainsi de suite. En fait, le gros de l'argent qui circule au Cameroun circule dans l'informel. Circule dans l'informel. Et la partie informelle n'est pas comptabilisée. Ou n'est pas bien comptabilisée. Mais attention, il y a un impact à cela. Quand 80% de votre économie n'est pas comptabilisée, l'État se prive donc de capter des ressources qui sont générées par 80% ou 90% de l'économie. Parce que tout ce qu'un État veut réaliser, il le réalise à partir des ressources contributives. Et si une partie de l'activité échappe au contrôle de l'État, et dans notre cas, c'est que l'État ne les capte pas. Et cet État se retrouve donc en incapacité d'assumer un certain nombre de responsabilités. Et malheureusement, les 10% sur lesquels l'État peut capter de l'argent souffrent. Et c'est pour ça que chaque fois que vous allez lire le rapport du GECAM, le GECAM va toujours, outre la corruption, la bureaucratie et tout le reste, le GECAM, les entreprises PIB. Mais non. Puisque moi je vous dis que je vais mettre en place un outil qui va faire que ce PIB va être multiplié au moins par 3. Au moins par 3. Donc lorsque moi je vais monter de 17 à 25%, je n'aurai même pas besoin d'augmenter les impôts, puisque l'assiette fiscale se sera naturellement élargie. C'est même plutôt le contraire qui va se produire, puisque je pourrai baisser les impôts. C'est pour cela que nous proposons, par exemple, vous pouvez lire à la page 9, pour ceux qui ont le document du programme économique, que pour les entreprises et les exploitations individuelles assujetties à l'impôt général synthétique, nous consacrerons une fiscalité qui simplifiera le coût de leur discipline fiscale. Elles ne paieront que l'impôt général synthétique au lieu de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire le paiement annuel de l'IGS et des autres impôts, ce qui fait de l'IGS un impôt supplémentaire. Alors, ces choses ont parfois l'air techniques. Mais quand je criais au scandale de cette affaire à l'Assemblée nationale, beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Lorsqu'on a, c'était il y a 1 an ou 2, lorsqu'on a voté l'IGS, l'impôt général synthétique, l'annonce officielle c'était que c'est l'impôt libératoire qui devient l'impôt général synthétique, donnant l'impression que ce n'est que le nom qui avait changé. Mais en fait, non. L'impôt général synthétique est un impôt qui est justement censé absorber tous les autres. Mais quand vous y regardez de près, prenez les entreprises du régime simplifié au Cameroun, non seulement elles doivent payer tous les autres impôts qu'elles payaient déjà, elles payent l'IGS. C'est en fait un impôt supplémentaire. Mais, autre chose, pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 50 millions et qui sont donc actuellement inscrits au régime du réel, l'impôt sur les sociétés sera ramené à 20%, centimes additionnels communaux compris. Alors là encore, il faut expliquer. Dans le réel, actuellement, disons qu'on a dans le régime du réel, on a le régime simplifié, on a le régime réel. Le régime simplifié, c'est généralement les entreprises, disons, qui sont moins de 50 millions de... Le régime simplifié est moins de 50 millions de francs CFA. Et les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs CFA sont donc dans le réel. Mais dans ce réel, on a jusqu'ici 2 catégories. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions et 3 milliards, et les entreprises dont le chiffre d'affaires va au-delà de 3 milliards. Les entreprises de 50 millions à 3 milliards sont assujetties à 25%, l'impôt sur les sociétés. Et les plus de 3 milliards à 33%. D'ailleurs, ce n'est pas 25% pour celles dont je viens de parler, parce que là, j'accepte les centimes additionnels. Avec les centimes additionnels, ça va autour de 28%. Et celles à plus de 3 milliards sont à 33%. C'est pour ça que je vous disais à l'entame de mon propos tout à l'heure que ces entreprises souffrent. Et avec ce que nous proposons, mais nous pouvons nous permettre de baisser à 20%. À 20%. Et nous allons même plus loin. Création d'une monnaie nationale ou adoption d'une monnaie trésor pour les échanges locaux. En fait, vous l'aurez compris, nous faisons notre idée, généralement défendue par un statisticien que vous connaissez très bien, M. Dieudonné Essomba, sortir progressivement du franc CFA et revoir les accords de coopération monétaire. Alors, là encore, on ne va pas fondamentalement inventer la roue. Le Cameroun est dans la CEMAC, dans la CEAC, mais surtout dans l'UMAC. Il n'est pas question pour nous de sortir de la CEMAC. Non. Nous croyons aux grands ensembles et aux sous-ensembles sous-régionaux. Il n'est pas question évidemment non plus pour nous de sortir de la CEAC. Mais là on parle du CFA, donc restons sur la CEMAC. Nous sortons plutôt de l'UMAC, qui est l'Union monétaire d'Afrique centrale. Et nous disons très bien dans notre projet que pour la viabilité de notre économie, nous devons recouvrer notre politique monétaire. Parce qu'en fait, le vrai débat autour de la monnaie est celui autour de la politique économique. Mais chaque fois que nos économies sont à la peine, ce n'est jamais cette quotité qui est invoquée, c'est plutôt la dévaluation qui est invoquée. Pas que la dévaluation soit une mauvaise chose. Un pays comme la Chine est même souvent accusé de dumping parce qu'elle dévalue tous les jours. La dévaluation est même un instrument monétaire de très bonne
de très grande importance. Sauf que pour des économies comme les nôtres, quand vous dévaluez, c'est catastrophique. Parce que nous ne produisons pas assez. Ce sont les pays, évidemment, qui produisent beaucoup, qui peuvent dévaluer. Parce que quand ils dévaluent, les produits que eux, les produits que vous fabriquez et que vous exportez coûtent moins cher. Donc, ce que nous proposons est en fait, là encore, j'ai dit qu'on n'invente pas la roue, quelque chose que l'on voit très bien à l'Union européenne. Un pays comme la Suisse est au cœur de l'Union européenne, est dans la zone euro, mais la monnaie, le franc suisse existe toujours. Un pays comme la Suède est dans l'UE, est dans la zone euro, mais a toujours sa monnaie. Pour ceux qui sont déjà allés dans ces deux pays en particulier, si vous entrez dans un pays comme la Suisse, on ne vous oblige pas à avoir le franc suisse. Vous y entrez avec l'euro comme vous voulez. Vous faites des achats avec l'euro comme vous voulez. Mais lorsqu'il faut vous rembourser, on vous rembourse en franc suisse. Ça veut dire que le franc suisse sert aux transactions intérieures. C'est ce que Dieudonné Nsomba appelle depuis trop longtemps la monnaie binaire. En fait, il ne dit rien, enfin, il ne dit rien de dangereux ou quoi que ce soit. Je vous dis qu'en Suisse, il y a la binarisation. Le franc suisse ne sort jamais de Suisse. Le franc suisse sert aux transactions économiques au sein de la Suisse. Et vous avez plein d'autres exemples. Pour ceux qui s'intéresseront un jour à notre ouvrage, vous verrez qu'on a donné plein d'autres. 150 000 francs CFA, minimalement. Nous, on a même de 10 000 francs en dessous parce que nous avons indexé le SMIC de 1 000 francs sur l'heure de travail. Évidemment, le coût du travail camerounais, il faut absolument le revoir. Nous le disons à suffisance, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Pourquoi remonter à 140 000 francs CFA? Simplement parce que c'est le minimum. Le rôle du salaire minimum, c'est de permettre à un être humain de vivre minimalement. Et avec l'inflation et toutes les autres considérations économiques, vous ne pouvez vivre minimalement au Cameroun qu'avec ce montant. Pour pouvoir accéder à un logement décent, pour vivre minimalement et pouvoir vous nourrir minimalement. Ne me posez pas la question, l'argent viendra d'où. J'ai commencé mon propos ici en vous expliquant comment est-ce que nous allons trouver cet argent et je vous en dirai peut-être davantage tout à l'heure. Nous avons même évoqué la question du logement. Alors ça, c'est un peu les angles morts. C'est souvent les angles morts des campagnes électorales. Pourtant, un problème crucial dans notre société. Selon le rapport, j'ai lu un rapport qui a été rendu public par le Crédit Foncier, je crois il y a 1 an ou 2, qui disait qu'il y a au moins 5 millions, il y a un besoin d'au moins 5 millions de logements au Cameroun. 5 millions. Nous, nous proposons dans notre projet d'en construire 2 millions en 5 ans, grâce notamment à la restructuration de la MIPROMALO, la mission de promotion des matériaux locaux, qui existe à Yaoundé, vous la connaissez, mais qui malheureusement ne fait pas véritablement ce pourquoi elle a été créée. Si dans la salle a essayé de construire une maison avec les briques, par exemple, livrées par la MIPROMALO, la maison construite par les briques de la MIPROMALO, que la maison construite par le... La vocation de la MIPROMALO, c'est de nous permettre de construire dans des matériaux, avec des matériaux locaux à des coûts plus bas. Mais j'ai ma petite idée. Je crois que la destruction de la MIPROMALO est programmée et préméditée. Je crois que c'est prémédité. Parce que lorsqu'on voit la propension que nous avons à installer et à accréditer des cimenteries étrangères, je me doute bien que quelque part, il y a une négociation pour que la MIPROMALO ne soit pas développée et qu'elle ne fasse pas concurrence, par exemple, à ces cimenteries ou par exemple à certaines verreries. Parce que seulement, d'ailleurs, dans un échange que j'avais avec certains scientifiques, je suis tombé sur la thèse de doctorat de l'actuel directeur général de la MIPROMALO. Thèse de doctorat, le docteur Likirbi, je crois qu'il s'appelle. Et dans sa thèse de doctorat, il démontrait que le sable de la partie septentrionale du Cameroun avait de telles vertus que si on créait une société de verrerie, non seulement nous aurions un verre d'une qualité supérieure, comme on en a rarement dans le marché, même international, mais nous ne serions plus dépendants des importations. C'est lui-même qui a écrit cette thèse et qui est DG de la MIPROMALO. Mais malheureusement, il n'a pas les moyens d'appliquer ce qu'il a fait dans sa recherche, parce qu'il ne va pas faire de magie non plus. Si l'État n'injecte pas de l'argent dans la MIPROMALO, et le plan de restructuration de la MIPROMALO, je crois, ça demande 30 ou 35 milliards de francs CFA. Avec possibilité d'ailleurs de construction des usines, des unités annexes dans les régions. Mais on ne veut pas le faire. C'est exactement comme la catastrophe que l'on voit avec la SICAM. Vous devez sans doute savoir que 95% au moins du coton produit par Sodecoton est exporté. Alors que la matière première dont a besoin la SICAM pour fabriquer le tissu que nous importons, c'est le coton. Dites-moi qu'il n'y a pas une préméditation pour que la SICAM meure. Mais nous plaçons au cœur de notre projet ce que nous appelons le multiplicateur industriel. Vous le verrez certainement dans les documents que nous vous disons. Mais ce que je voulais dire notamment sur le pilier de la justice sociale en rapport avec le logement, c'est que l'une des choses que nous proposons dans notre programme, c'est l'homologation des prix des logements. L'homologation des prix des logements, qui consiste en ce que l'État du Cameroun catégorise les logements par standing et par lieu de situation géographique. Vraiment pour faire simple, l'État du Cameroun doit pouvoir dire une maison de 2 chambres, salon, douche interne ne peut pas dépasser tel montant. C'est aussi simple que ça. Si cette maison se trouve à Bastos, parce que c'est à Bastos, ça va coûter, ça ne peut pas dépasser tel montant. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour accéder à cette proposition que je fais au Camerounais. Parce que lorsque j'étais président d'étudiants à l'université de Yaoundé 2, coordonnateur des activités associatives comme ça s'appelait, à l'époque, les logements d'étudiants étaient tellement chers que, avec mes camarades, nous avions fait cette proposition au recteur d'Abimangajan. Il y avait accédé à l'époque et nous l'avions appliqué. C'est-à-dire qu'on avait convoqué tous les bailleurs
de la ville de Soie, c'est là-bas que j'ai fait mes études supérieures. On a fait avec eux une catégorisation des chambres d'étudiants par standing et on a plafonné les prix par catégorie. Ce qui a d'ailleurs provoqué l'année d'après, c'est que tous les bailleurs qui étaient au bas de l'échelle ont fait des travaux dans leur chambre pour passer du standing plancher au standing supérieur. Ce qui n'était pas plus mal. Mais au moins, on a réussi à stabiliser les prix. Moi, je pense que cette expérience que nous avons eue dans une ville qui est le Cameroun et que j'ai vécu moi-même, je n'aurais aucun problème à l'appliquer à l'étendue du territoire national. Nous devons pouvoir le faire. Parce qu'il y a une forme d'inflation sur le logement au Cameroun qui est juste incroyable. Ça tiendra le temps que nous rattrapions notre retard en la matière, puisque je vous dis qu'avec la Mipro-Malo, nous comptons construire en 5 ans 2 millions de logements décents. Mais on va même plus loin. Nous pensons, et nous le disons dans notre programme, que par exemple au Cameroun, les avances de loyer ne doivent pas dépasser 3 mois. Il faut que la loi le dise. Parce que juste ici, là, c'est chaque bailleur qui fixe le nombre de mois qu'il veut. Mais également, le délai de préavis doit être plafonné au Cameroun à 2 mois. Le délai de préavis opposable et aux bailleurs et aux locataires. C'est-à-dire que si un locataire veut quitter une maison, il faut prévenir le bailleur 2 mois avant. Et si un bailleur veut qu'un locataire quitte sa maison, il doit le prévenir au moins 2 mois avant. On doit plafonner la caution à 1 mois. On doit plafonner la caution à 1 mois. Et faire en sorte que lorsqu'on accède dans un loyer, qu'on fasse un document légal qu'on appelle état des lieux. Document fait d'accord partie entre le bailleur et le locateur et qui est rendu légal par un exploit du chef de proposition que nous faisons sur le programme politique, social, culturel et institutionnel, qui lui, c'est sur 11 points globalement de notre ouvrage. Il y a quand même un point sur lequel je vais insister, c'est celui de la rénovation de l'État. Parce qu'il y a une telle bordélisation de l'État aujourd'hui que notre État demande à être rénové. Quand je dis bordélisation de l'État, je vais prendre un exemple très simple. Vous savez que vraiment c'est juste un exemple. Hein. Parmi tant d'autres que vous pouvez prendre pour que vous voyez les abus. Le PCRN a connu ces 2 dernières années, a été l'objet de contentieux dans les tribunaux qui se sont soldés par notre victoire par 7 reprises. Donc alors nous parlons ici, vous et moi, il n'y a plus de doute sur qui est le président du PCRN, sur ceci ou sur cela. Mais il y a quand même un ministre qui a décidé que lui, comme c'est lui le ministre, le financement public légal qui doit être octroyé à tous les partis politiques qui ont les élus, il a décidé que lui ne donne pas. Que bon, si la justice a décidé que c'est Cabral Libi qui est président, lui n'est pas d'accord. Et comme c'est Cabral Libi qui est président, ben, il n'aura plus droit à un copec. Voilà la République. C'est légal. Hein? Ce n'est pas une faveur, c'est légal. Tous les partis qui ont au moins un élu ont droit à un financement légal qui est adopté à l'Assemblée nationale et qui est donné à ces partis. Mais je vous prends juste cet exemple-là. Là, il vous dit que je ne fais pas un point, un trait. Eh bien, parce que lui, il est ministre, il fait ce qu'il veut. C'est juste un exemple que je vous donne. Mais des exemples d'abus comme ça, vous en avez partout. C'est ce que nous appelons la bordélisation de l'État. Et un tel État peut-il recevoir des investisseurs sérieux? Oubliez. Ils ne peuvent pas. Un État où quelqu'un, parce qu'il est ministre, peut décider de faire échec à la loi, il ne viendra pas. Aucun investisseur sérieux ne viendra. Et nous parlons d'attractivité tous les jours, ça, c'est pas possible. Il faut que nous ayons un État où la loi veut dire quelque chose, où l'institution veut dire quelque chose. Nous, on veut juste proposer sur l'administration et le service public, et je finirai peut-être par le service public tout à l'heure, mais nous proposons pêle-mêle, pour ceux qui ont le document global, si vous allez à la rénovation de l'État, la révision du statut général de la fonction publique pour l'adapter aux principes démocratiques, à la décentralisation et à la performance, parce que d'ailleurs, nous, on propose qu'il y ait une fonction publique locale au Cameroun, l'effectivité de la protection et de la responsabilité juridique et fonctionnelle des agents publics, le droit à la santé des agents publics. Nous proposons le job posting, le recrutement par poste de travail, l'harmonisation de la valeur du point d'indice. Alors ça, c'est une chose qui est incroyable au Cameroun. Vous allez à l'école le même jour, vous sortez de l'école le même jour avec le même diplôme. Vous êtes tous les deux recrutés par l'administration, mais vous pouvez gagner 5 fois le salaire de l'autre. Simplement parce que lui, il est recruté dans une administration qui est différente de la vôtre. Les points d'indice n'étant jamais les mêmes. Mettre en place des organes de sanction de récompense. Nous proposons la création d'une inspection générale de l'administration et une inspection générale des finances publiques. La dissolution de l'École nationale de l'administration et de la magistrature, et même de l'ISMP, et même du programme supérieur de formation en finances publiques, pour cette fois créer l'École nationale d'administration et de management public, l'École nationale d'économie et des finances, l'École nationale de la magistrature, des greffes et des professions judiciaires, étant entendu que beaucoup de ces écoles auront leur pendant dans les régions. Et puis, voilà, vous aurez le temps vous-même de parcourir tout cela. Peut-être pour finir, autre chose que j'avais déjà développée, je reviens juste là-dessus. La question de la propriété. Un jour, en lisant les mémoires de Lee Kuan Yew, le père de Singapour, et on pourrait aussi dire un peu le père de l'actionnariat populaire, il a dit qu'il a découvert quelque chose qui permettait de juguler les émeutes. Il s'est dit, il faut juste faire en sorte que chaque citoyen soit propriétaire de ce qui est public. Et là, quand il y a des émeutes, personne ne casse. Parce qu'il a ses intérêts dedans. Bon, j'aime souvent schématiser. Imaginons, on est au centre-ville de Yaoundé, on ouvre le capital de Camtel aux citoyens. On dit,
le prix d'une action, quoi, c'est peut-être 10 000 ou 20 000. Et puis il y a une grande manifestation à la poste centrale. Vous vous doutez bien que la première personne qui va prendre le caillou, et qui va vouloir le lancer sur les vitres de Camtel, la personne à côté de lui qui sait qu'il a ses actions là-bas va lui dire, on est là pour manifester et pour marcher, on n'est pas là pour casser. Et pourquoi pour dire, pas d'intérêt, pas d'action. C'est pour ça que nous comptons beaucoup dans la mobilisation de l'épargne nationale pour renflouer notre économie. Mais nous pensons aussi que la propriété est quelque chose de fondamental. Alors, n'allez pas dire que Gabriel Libby, c'est un libéral. Je ne le suis pas fondamentalement. Mais s'il y a une chose que je peux reconnaître à Adam Smith, qui est le père du libéralisme, c'est la pertinence de ce propos. La propriété, c'est quelque chose de fondamental dans une économie. Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, de nous sentir propriétaires de quelque chose. Et nous aimons particulièrement la chose dont nous sommes le propriétaire. C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui vit dans sa maison qu'il a construite a un comportement différent de celui qui vit dans une maison qu'il loue. Par exemple, le rapport à la propriété est quelque chose d'humain, d'humainement fondamental. C'est d'ailleurs cette philosophie qu'il y a derrière la gratuité du titre foncier. Une chose que nous avons dénoncée à l'Assemblée nationale plusieurs fois. L'immatriculation ne peut pas avoir 21 étapes. 11 étapes techniques, 10 étapes administratives. Toutes payantes, formellement et informellement. Alors que nous avons 7,2 millions d'hectares de terres arables. Potentiel qui est proche de celui de la Malaisie qui a 7,6 millions d'hectares de terres arables. La Malaisie a plus de 90% d'exploitation et nous à moins de 20%. Moi qui fais l'arrière-pays tout le temps, je vois des terres en friche. Et il y a même des gens qui disent qu'ils sont propriétaires. Qui est capable de mettre en exploitation 50 hectares de terre avec la machette? C'est juste impossible. Il faut de l'argent pour exploiter la terre. C'est pour ça que nous disons que la terre est un capital mort. Je suis en train de revenir là, je crois que c'est le deuxième pilier de notre programme économique, ou le premier d'ailleurs. La terre est un capital mort. La richesse est là, mais elle est inactive. Parce que la seule chose qui active la richesse qu'il y a dans la terre, c'est la propriété. Seul le propriétaire d'une parcelle de terre tire profit de sa valeur. Une terre sans propriétaire est une richesse endormie, une richesse inerte. Nous voulons activer la richesse de la terre, faisons en sorte que les gens en soient propriétaires. En fait, beaucoup en sont déjà propriétaires, mais coutumiers. La preuve, si vous allez dans les villages camerounais, vous avez tous ici un village, vous prévalez tous d'être propriétaires d'une terre quelque part. Et vous croiserez plein de gens qui se prévalent de propriété sur cette terre. Mais c'est une propriété coutumière. Simplement parce que le colon a inventé une chose qu'on appelle le domaine national. Où il a décidé que toutes les terres lui appartiennent d'abord. Et que maintenant, même si vous vous dites que vous êtes propriétaire coutumier, il vous faut le titre foncier. Et curieusement, l'établissement du titre foncier commence par une étape qui est la descente sur le terrain avec les autorités traditionnelles, notamment l'immatriculation directe, pour attester que la terre que vous voulez immatriculer, en fait, vous appartient. Je dis, mais pourquoi s'encombrer d'une procédure administrative bureaucratique et onéreuse? Il suffit que le ministère des Domaines répertorie les propriétaires coutumiers des terres au Cameroun, ce qui est faisable, et qu'on donne automatiquement et immédiatement le titre foncier à ceux qui en sont propriétaires coutumiers pour qu'ils mettent ces terres en valeur. Et en ce moment, l'État pourra donc percevoir les impôts irrelatifs. Parce que l'impôt, nous pensons qu'il faut l'indexer sur l'activité, sur la richesse générée par une activité. C'est pour cela que même les droits de douane, nous n'arrivons pas à les comprendre. Mais tout simplement parce que l'État n'a pas un contrôle effectif sur l'activité. Ce que nous voulons résoudre avec le SIGIFT. C'est pour cela qu'on préfère taxer les gens énormément à l'entrée, avec les droits de porte, les droits de douane. Avec les conséquences catastrophiques d'ailleurs que cela peut produire. Je faisais une démonstration un jour et je disais que, pour moi, l'une des premières causes des accidents de circulation, c'est la douane. Et les gens ne comprenaient pas. J'ai dit, mais c'est simple. Parce que la douane est élevée, les gens achètent de vieilles voitures. Et que font les vieilles voitures? Ben, elles tombent en panne partout. Vous roulez, la roue quitte. Vous roulez, le frein lâche. Le frein d'une nouvelle voiture ne lâche pas. La roue d'une nouvelle voiture ne quitte pas. C'est le propre de vieilles voitures que les gens sont contraints d'acheter parce que les droits de porte sont hyper élevés. Les gens ne voyaient pas immédiatement le lien, mais il est là. Là, on parle même de sauver des vies. Donc, voilà, mesdames, messieurs les journalistes, ce que je pouvais vous dire sur... enfin, des extraits, parce que vous avez tous reçu le document. Je vous ai dit que nous allons financer ça par des mesures budgétaires. Les mesures budgétaires. Là, j'ai parlé du SIGIFT, qui est une mesure de politique fiscale, mais retenez d'abord les mesures budgétaires. Dans notre programme, nous voulons faire passer le budget de fonctionnement, en tout cas le budget d'investissement, annuellement à au moins 43%. Au moins 43%. Il faut investir pour créer de l'activité. Il faut investir pour créer du travail. Et c'est quand on crée du travail qu'on crée du revenu. Et c'est quand on crée du revenu qu'on crée ce sur quoi on va taxer. Donc nous proposons la réduction, mais vous verrez dans les documents, à 25 le nombre de départements ministériels. On peut gagner au moins 600 milliards seulement dans le fonctionnement de l'État du Cameroun, entre les carburants, les hôtels particuliers, la provenance et l'origine. Non. Et les Émirats ont acheté l'or en provenance du Cameroun, mais pas d'origine camerounaise. Donc, je crois qu'il faut que dans ce pays, que l'État perçoive vraiment les recettes. Vraiment.
sur les droits de transit pétrolier, les cotisations des caisses de retraite. Enfin, vous verrez dans le document que nous avons donné, nous avons parlé de la dématérialisation. Nous parlons également des mesures d'administration fiscale. Nous avons évoqué le SIGIFT et la réorganisation de la direction générale des impôts. Donc, voilà, globalement, mesdames, messieurs les journalistes, je ne me suis arrêté que sur des extraits, sur quelques points. Je vous l'ai dit, vous avez entre les mains notre programme économique qui a 7 objectifs et qui repose sur 16 piliers. C'est des documents sans littérature. Tout est en tiré en bullet point. Et vous avez le programme politique, culturel et institutionnel sur 11 points qui sont chacun détaillés sous forme de tirets. Nous allons des problématiques les plus aériennes aux problématiques les plus pointues et qui touchent à notre quotidien. Donc voilà globalement l'offre. Et je vais finir mon propos en disant ceci. Notre pays, disons la vérité, est dans l'abîme. Nous le savons tous, autant que nous sommes. Vous, vous êtes journaliste, vous êtes neutre. Vous n'êtes pas en politique. Mais votre quotidien vous parle. Le quotidien de votre famille vous parle. Le quotidien de vos enfants vous parle. L'avenir, le vôtre, celui de vos enfants vous parle. Le pays est dans l'abîme à cause d'un système qui nous gouverne depuis 43 ans. Faut-il même que l'on argumente longtemps pour convaincre les Camerounais de l'impérieuse nécessité de passer à autre chose? Je ne pense pas. Donnons-nous une chance d'essayer autre chose. Nous nous donnons la peine, et avec plaisir, de penser le Cameroun de demain. Par la volonté des Camerounais, nous y arrivons le 12 octobre 2025, et je crois qu'on va y arriver. Parce que ce que moi je vois sur le terrain, les milliers de personnes que j'ai rencontrées de Kribi à Kousseri ou à l'étranger récemment, me disent la même chose. Sauf si les Camerounais que moi je croise viennent d'un autre pays. Ils me disent la même chose, on en a marre et on compte sur vous. Moi ça m'encourage beaucoup parce que je réalise sur le terrain que le travail d'implantation que nous avons fait depuis 2019 porte du fruit. Même si nous avons été persécutés pendant 2 ans par certains membres du gouvernement, ce travail porte du fruit. Je me rends compte que le travail fait à l'Assemblée nationale, même si nous ne sommes que 5 députés, porte du fruit. Moi je suis toujours très touché de rencontrer quelqu'un à Touloum qui me dit telle chose que vous avez dite à l'Assemblée nationale m'a touché et pour ça je vais voter pour vous. C'est pour ça que moi je suis convaincu que cette élection, je vais la gagner le 12 octobre 2025. Et que je compte sur les Camerounais, sur la responsabilité individuelle des Camerounais. Je n'attends pas que vous me posiez la question. De vous à moi. Le régime Biya, quel que soit le bout par lequel on prend l'affaire, tire à sa fin. En tout cas avec lui à sa tête. Ça tire à sa fin. C'est en ce moment-ci que nous devons être le plus vigilants. C'est en ce moment-ci que nous devons tous être d'accord de la nécessité d'opérer une rupture. Tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure s'inscrit dans la rupture. Une nouvelle façon de faire. Allons-nous quitter ce système pour sa copie? Allons-nous quitter le tronc pour le rejetons? C'est à chacun de décider. Moi, je crois que le pays mérite mieux. Et c'est pour ça que l'élection présidentielle de 2025, moi qui ai fait l'élection de 2018, c'est différent. C'est une élection qui ne ressemble à aucune autre auparavant. Parce que les enjeux sont fondamentaux et cruciaux. C'est-à-dire que c'est cette année que nous décidons de rompre ou pas. Si nous ne rompons pas cette année, il y a de fortes chances que nos espoirs et nos espérances soient préemptés par ceux qui veulent se perpétuer au pouvoir. Ils démultiplient des stratagèmes pour ça. Le peuple est souverain. Il décide. Mais vous, la presse, vous avez le devoir de l'éclairer aussi. C'est une des missions de la presse. Vous avez le devoir de l'éclairer aussi. C'est par ce message d'interpellation que moi j'achève mon propos liminaire en vous disant que je compte sur la responsabilité individuelle de chaque Camerounais qui veut le changement en cette année. J'espère que chaque Camerounais est conscient de ce que cette année-ci est fondamentale. Nous choisissons la rupture ou la perpétuité. Voilà le choix que chacun doit opérer. Je romps avec ce système et je donne à mon pays et à moi-même la possibilité d'explorer le chemin de l'espérance, du développement, du bien-être collectif, ou alors je consolide la perpétuité de la misère, de la souffrance, des délestages, des routes que nous voyons. Parfois je me demande quand je suis en train de rouler sur une route, est-ce que quelqu'un qui roule sur cette route où je suis en train de rouler peut voter pour ces gens? Bon, on me dit oui. Je dis ok. Il y a un problème. Quand j'ai fait 8 heures de Garoua en Gaoundéré, aller-retour 16 heures, et je me suis demandé comment on peut rouler sur cette route et signer un chèque à blanc à ces gens. Peut-être que le problème camerounais est mystique, j'en sais rien. Mais il y a forcément, cette année-ci, l'occasion de choisir. Je vous remercie.
Bien, merci pour votre bienveillante écoute. Comme nous l'avons dit, nous passons au deuxième tableau, celui des préoccupations, des interrogations ou des questions. Comme le soleil est en train d'aller se coucher, on en prendra 3. Une question pour une seule personne. C'est simple, vous vous présentez, vous déclinez votre nom et votre organe et vous posez la question de manière concise, précise et succincte. Pierre Carole, donnez le micro à ceux qui veulent en des questions. Ok, c'est sûr qu'il passe le micro là. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour à Cabral Libi. Bonjour. Je m'appelle Kofi Goda, je travaille pour Kalak FM. Alors, je vais m'attarder sur vos programmes politiques, sociaux, culturels et institutionnels. Au chapitre 3, où vous parlez de la préservation de notre africanité. C'est vrai que j'ai remarqué, vous parlez de la création d'une société initiatique de la Mahat, entre autres la réhabilitation de la tradition et de ses structures. Alors, contrairement au Bénin, au Ghana, Haïti par exemple, pour ne citer que ces pays, au Cameroun, quand vous pratiquez la spiritualité propre à qui vous êtes à l'origine, on vous accuse de pratique de sorcellerie. Le Cameroun est un pays laïque, sauf que les religions du livre, comme nous les appelons, ont été imposées et qui nous ont été imposées, nous imposent également une inéquité en termes de respect et de pratique de la liberté spirituelle. Ces religions nous imposent des jours fériés qui nous font perdre des devises en termes de finances. Est-ce que vous avez pensé à réparer cette incongruité et cette injustice afin que nos propres spiritualités s'expriment librement et de façon, j'allais dire, égalitaire? Merci. Ok. Merci pour la parole donnée. Je suis Jules Lobo, je travaille pour la radio. Alors, ma question concerne le 5e pilier qui parle de la gouvernance et surtout les réformes institutionnelles et législatives. Alors, je regarde un peu ces réformes. Il y a un article qui n'est pas pris en compte, l'article 66 sur la déclaration des biens et avoirs, qui n'est pas appliqué véritablement. Je voudrais savoir, monsieur, est-ce qu'on peut véritablement lutter contre la corruption ou alors éradiquer la corruption au Cameroun aujourd'hui sans passer par cet article qui exige la déclaration? Bon, je n'attendrai pas pour répondre. Si vous prenez le programme politique, social, culturel et institutionnel, dès que vous l'ouvrez, l'éradication, c'est parce que comme vous venez d'avoir le document, c'est normal. Vous verrez très vite, deuxième point, mise en place effective de la commission de déclaration des biens. Ok, thank you, President. C'est normal, vous venez d'avoir le document. Donc, souvent, il y a le problème avec les documents. Oui, le 5e pilier qui est sur la gouvernance et la décentralisation. Oui, on évoque là-bas la question de la corruption en rapport avec la gouvernance. On est d'accord, vous avez tout à fait raison. Ça ne figure pas là-bas. Mais sur le chapitre particulièrement consacré à l'éradication de la corruption, ça figure en bonne place. C'est pour ça que j'ai préféré répondre rapidement parce que... Thank you, President. I'm basing on point 2 on community federalism, and then moving over to point 5, community. Is there a clear difference with those two? And have you taken into consideration the complex nature of the Cameroonian communities? Complex nature of what, please? Of the different Cameroonian communities to be able to bring them together and administer them. Okay, thank you. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous, je suis Samuel Bonjok. Please. My name is Tyson Chia and I work for Canada. Tyson Chia and I work for Canada. Thank you. Merci, Président. Je suis Samuel Bonjok, directeur de publication du journal Direct Info. J'ai parcouru votre programme économique avec les éclairages que vous avez apportés. L'élaboré qui a été présenté sera réalisable, notamment sur le volet logement. Vous avez annoncé 2 millions de logements à construire en 5 ans. Bon, comment nous avons mené. On peine encore à construire le programme de 10 000 logements depuis 2009 jusqu'en 2025. Le programme 10 000 logements sociaux n'est pas encore achevé. Quand vous allez construire 2 millions. Voilà un peu ma question en rapport avec le respect de ce code de bonne conduite que vous avez signé. Quelles sont les garanties de la réalisation et de l'effectivité de ce programme que vous venez de nous présenter? Je vous remercie. Bon, faudrait que je réponde, n'est-ce pas? Que je réponde déjà rapidement. Je suggère de répondre rapidement et puis on va faire la deuxième. D'abord, mon ami Kofi. Je dis mon ami parce que ça... On oublie souvent que je suis journaliste, donc on a travaillé ensemble. La question de la spiritualité. Bon, je crains, Kofi, que dans ton propos, il y ait des relents de guerre de religion. Voilà, donc notre objectif, ce n'est pas d'organiser la guerre de religion. Nous sommes un pays laïque, mais nous ne sommes pas un pays athée. Maintenant, les religions, il y en a de plusieurs ordres.
Je vais vous dire, je suis de ceux qui pensent que quand vous voulez réveiller la bête qu'il y a en l'être humain, il y a un certain nombre de choses qu'il faut toucher. Attaquez-vous à la race d'un être humain, vous réveillez la bête. Attaquez-vous à l'ethnie d'un être humain, vous réveillez la bête. Attaquez-vous à la religion d'un être humain, vous réveillez la bête. Et depuis peu d'ailleurs, j'ai ajouté le football. Attaquez-vous au camp d'un Camerounais dans les affaires du foot et la bête se réveille. Donc, Francis Bonga a réagi, je l'ai dit. Donc, il faut laisser aux gens de croire, il faut laisser aux gens l'attitude de croire en leur Dieu. En revanche, il faut éviter l'injustice. Nous, notre offre politique, notamment dans le chapitre lié à l'africanité, nous disons que nous plaçons Dieu au cœur des institutions. Dieu universel au cœur des institutions. Donc, les gens sont libres de croire en leur Dieu. Maintenant, si vous me permettez une intrusion dans ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire la domination de certaines religions sur d'autres, c'est justement ce à quoi il faut mettre fin. Le rôle de l'État n'est pas de consacrer la domination de certaines religions sur d'autres. Mais n'oublions pas que tout ça, c'est des avatars de l'histoire. C'est des avatars de l'impérialisme, de la colonisation. Non, Kofi, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Quand vous voyez la place que nous donnons à nos traditions dans cet ouvrage, où nous proposons la codification de la tradition, et je reviens à ça, la codification de la tradition, la création des pavillons de médecine traditionnelle dans des hôpitaux, et on n'inventera pas la roue, hein, aller en Inde ou dans d'autres pays dans le monde, et même je crois en Éthiopie, ça existe déjà. Donc, nous sommes justement là pour réparer cette injustice, et moi je voulais vous rassurer à ce propos. Pourquoi, de mon point de vue, tout ce qui a trait à la tradition est parfois assimilé à la sorcellerie? C'est parce que ce n'est pas codifié. C'est parce que ce n'est pas codifié. Pourtant, la codification de la spiritualité n'affecte en rien la spiritualité. Parce que dans l'exercice de la spiritualité, il y a déjà un problème là à l'œil nu. C'est que la mosquée, c'est un espace déjà bien bâti et tout propre. L'église, espace bien bâti, propre. Tout ce qui a trait à la tradition est toujours un genre. Parfois, on ne trouve pas nécessité de mettre de l'électricité. Parfois, on ne trouve pas nécessaire de balayer. Il y a toujours des choses un peu un genre. Donc, parfois, c'est plus austère qu'accueillant. Et je lui ai dit, ça c'est de la com. Hein. Je lui ai dit, voilà un truc par exemple, que la tradition pourrait apprendre. La com, c'est-à-dire l'accueil, des espaces d'accueil. Maintenant, quand on parle de codification, il y a plein de choses dans la tradition qu'on peut déjà codifier. Seulement les herbes, vraiment les herbes, les vertus des herbes. Les vertus des herbes. On peut même déjà écrire dans des documents que telle herbe qui s'appelle comme ça, voici sa photo, si tu vas en brousse, tu trouves cette herbe, tu la frottes comme ça, tu mets dans l'eau, tu bois, tu es guéri. Pourquoi faut-il toujours donner l'impression que l'herbe là, pour qu'elle ait de l'effet, il faut qu'on la cherche, qu'on fasse 3 tours autour d'une pierre, pour que l'herbe là... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culture, de l'austérité, de l'opacité. Et c'est ça qui alimente en partie, hein, je ne dis pas totalement, qui alimente en partie autre chose. Moi je vais vous dire, je viens d'une partie du pays où parfois les dépositaires de la tradition inspirent plus la peur que la confiance. C'est-à-dire que leur réputation est toujours un peu craintive. C'est-à-dire qu'on vous parlera plus du mal qu'il a fait que du bien qu'il a fait. On vous dira par exemple, si vous le doigtez, quelque chose va vous arriver. Si vous le regardez dans les yeux, quelque chose va vous arriver. Donc chaque fois qu'il arrive, vous vous mettez sur vos gardes. Ce n'est pas forcément la même attitude qu'à un musulman quand il voit venir l'imam, ou qu'à un chrétien lorsqu'il va vers le prêtre ou le pasteur. Vous savez, et moi je pense que l'État doit pouvoir se mêler de ces choses-là aussi. Je partage avec vous des réflexions qu'il y a dans l'ouvrage, hein, ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès. Ces réflexions sont là-dedans. C'est pour ça que nous proposons la codification. Alors, évidemment, il faut revoir la chefferie traditionnelle. J'ai de la peine lorsque je suis devant le roi des Bamoun à le voir comme un auxiliaire d'administration. Vraiment, je vois le roi des Bamoun. Je ne vois pas un auxiliaire du sous-préfet. Je vois le roi des Bamoun. Quand je vais à la rencontre du roi Soukudjou, est-ce que je vais vers un auxiliaire du sous-préfet? Je vais vers une autorité de la tradition. Donc je crois que c'est important. J'espère, j'ai été un peu long, mais je crois qu'on s'est compris. Alors Jules, oui, j'avais déjà répondu. Alors sur la complexité de la décentralisation. La complexité de la décentralisation. Il n'y a aucune complexité. C'est de l'impuissance apprise. On nous fait peur pour rien. Et puis on cultive une hypocrisie inutile. Tell me, where are you from? Boy Division. Boyo Division. Where are you? What are you? Ambassa and you? You are Mbum. B-U-M. You are Mbum. So you speak, what is your language? The name of your language? The Mbum language. You know, in this country, when you say Ambassa, it's because you speak Bassa. When you say Mbum, it's because you speak Mbum. Are you happy or not to be a Mbum?
man? Of course, you are. You are happy, proud to be a Mbum. And you will fight to preserve Mbum culture, Mbum identity. What is the problem? So maybe I should clarify my vision. Yes, go on. Because I was like going through the document. Yep. I was looking at how different communities Regions, yes. will be brought about. Mhm. And now I'm seeing something like 25 or 30 that will be brought to the administration. And I take, for instance, my division that I come from, you have the Congo and Lesser. Now, how do you merge that and then be able to satisfy the different communities that are there with the community federalism or community decentralization? So that's the angle of the project. Okay, in Bui division, you are there with Mbum, Com, And Lesser. and Bessa. Okay. You are living in peace, right? You live in peace, but you will stay like that. You will stay like that. What I'm proposing is just to transform Bui division in region, Boyo division in region. We will have the region of Boyo. That's all. Ce que nous disons, c'est que nous supprimons les 10 régions actuelles. Nord, sud, est, ouest, nord-ouest, sud-ouest et autres. Nous les supprimons. Are you listening? Nous supprimons les 10 régions et nous restons avec 58 départements. Donc, Boyo. And we transform all these divisions in regions. That's all. And by the way, we will merge 2 regions, new regions. Tell me, the neighbor, the divisions which are the borders with Boyo division. You have Menchum and Bui division. Okay, what are the people in Menchum? I think they have different communities. Different communities. Okay, if they are different, we will not merge them. But if they are the same, we will merge them. Let me give you another example in the south region. You have Jailobo region. Don't forget that we have eliminated the 10 regions and we have transformed divisions in regions. So now Boyo is a region, Jailobo in the south is a region, a new region. And Villa is also a new region. But in Jailobo and in Villa, you have the same people. You can merge them. You will not have any problem. If it is possible, if it is necessary to merge, we will merge. If not, the region will stay like that. That's why nous partirons de 58 à 25. Parce que dès que vous avez déjà mis Jailobo et Villa, vous êtes déjà passé à 57. C'est juste un exemple. Si vous mettez Nyongeso et Mefo Akono, Mbalmayo et Ngumu. Si vous mettez, là je vais à l'extrême nord, Mayo Kani et Mayo Danai, same people, on ne fait que descendre. Si vous mettez Nyonge et les Sanaga maritimes, d'ailleurs on a dit que j'ai écrit ça seulement pour ça, vous baissez. Alors prenez le cas par exemple de l'Ouest. Pour moi, la région actuelle de l'Ouest ne doit avoir que 2 régions. Ne doit être divisée en 2 régions. La région Bamoun et la région Bamileke. Tout simplement. Et vous faites ça partout. Là où on peut agglomérer, on agglomère. Et je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Parce que je crois que c'est là que c'est important. Pourquoi nous pensons que le fédéralisme doit être articulé sur la communauté. Mais je rappelle au passage que dans la réforme que nous apportons, on n'aura plus de régions anglophones et de régions francophones. C'est que par exemple, lorsque vous allez reconstituer la région Sawa, vous aurez des anglophones dedans. Quand vous allez reconstituer la communauté Sawa, vous aurez des anglophones dedans, vrai ou faux? Quand vous allez reconstituer la région Bamileke, vous aurez des anglophones dedans, vrai ou faux? Pour régler le problème, c'est même pas un problème, mais supposons qu'il y en ait. C'était la rentrée prochaine, c'est-à-dire 2025. À la rentrée de 2027, 2026, 2027, je décrète que le français et l'anglais sont appris à l'école au même moment dès la maternelle. C'est tout. Hein? 10 ans plus tard. Quel est le temps qu'on met de la maternelle au bac? Bon, arrondissons à 15 ans. 15 ans plus tard, dans ce pays, vous aurez une génération totalement bilingue. Tout le monde sera anglophone, tout le monde sera francophone. Donc pour moi, c'est même le problème le plus facile à régler. C'est pour ça que je dis souvent que le fédéralisme communautaire va régler de façon définitive la crise anglophone. Deuxième chose, la décentralisation, qui est liée à la crise anglophone. Parce que la crise anglophone n'est pas qu'une crise culturelle et linguistique, c'est une crise structurelle, la décentralisation. Ce que nous appelons, et vous avez posé la question entre fédéralisme communautaire et décentralisation communautaire. La décentralisation communautaire, c'est donc ce qu'on appelle la décentralisation aboutie. Nous expliquons ça très clairement dans le document que vous avez entre les mains. Comment nous allons donner le pouvoir aux régions. Chers frères et sœurs, Dieu n'était pas fou de nous créer dans la diversité. Tous les pays de diversité dans le monde ont adopté le fédéralisme. Parce que c'est le fédéralisme qui est le mode d'organisation de l'État. L'organisation de la diversité au sein d'un espace territorial partagé. Et l'avantage
de la diversité, c'est quoi? C'est qu'il suffit de donner la possibilité à chaque entité de faire le meilleur d'elle-même. Pour arriver à ce résultat, il faut décentraliser. Regardez à quoi est réduit aujourd'hui l'élection présidentielle. L'élection est devenue une... Il y a des communautés. Au pouvoir, quand aussi, c'est même du pouvoir. Ah, vous voyez, là, on est ensemble, vous voyez que le problème existe. On aura le pouvoir. Organiser de sa réalité, sa singularité, sa spécificité. Dans la charge, d'autres dans la culture, d'autres dans les affaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donnons juste la possibilité à une de ces communautés de donner le meilleur d'elle-même. Qui gagne? C'est l'État. Et c'est nous tous qui gagnons. En fait, oui, c'est sur un média que je le disais récemment. Pourquoi dans un pays comme les États-Unis, exactement la même chose qu'en Espagne, où il y a 17 régions communautaires, on va faire exactement la chose qu'il y a en Suisse avec les cantons? Pour ne prendre que ces exemples, j'ai oublié l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'est carrément le fédéralisme ethnique qu'ils appliquent. Carrément. Parce que chez nous, si on voulait appliquer le fédéralisme ethnique, ce sont les communes qu'on allait transformer en régions. Parce qu'en fait, quand vous dites que je pars à Douala, c'est comme si vous disiez que je pars en Boum. Tiens, votre langue c'est Boum, non? Quand vous dites que je m'en vais à Douala, c'est comme si vous disiez je m'en vais en Boum. Quand vous dites que je m'en vais à Bafia, c'est comme si vous disiez je m'en vais à Eton. Pourquoi? Parce que ceux qui ont découpé les communes au Cameroun délimitaient les communes par l'espace occupé par une ethnie. Comme les Bafia étaient à un endroit, on a dit que bon, l'endroit là s'appelle Bafia. Les Douala étaient à un endroit, on a dit que l'endroit là s'appelle Douala. Les Bangante étaient à un endroit, on a dit que l'endroit là s'appelle Bangante. Qui est mort? Qui est mort au Cameroun? Le Nion Ekele que vous voyez là, c'est 10 arrondissements qui sont tous Bassa. En fait, on aurait pu appeler le Nion Ekele comme Douala, Bassa. Et au lieu de Ezeka, Ngokmapoubi, on aurait pu faire comme à Douala, Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, on aurait pu faire dans le Nion Ekele, Bassa premier, Bassa deuxième, Bassa troisième. Qui serait mort? Personne. En fait, on veut nous donner l'impression que ça fait peur, il n'y a aucune peur. Merci d'avoir posé la question, il n'y a aucune peur. Au contraire, si nous voulons que ce pays accède à la puissance, il faut donner la possibilité à ces communautés de se libérer. Il faut libérer les énergies des communautés. Regardez comment ça nous a sauvés pendant le Covid. Chaque communauté avait son remède contre le Covid. Vous avez oublié ça? Vous imaginez la puissance de l'industrie pharmaceutique qui peut se dégager en donnant la possibilité à chaque communauté d'investir dans ce domaine? Non, vous n'avez pas idée. Les gens partiront de partout dans le monde pour venir ici chercher la médecine camerounaise, comme on va chercher la médecine indienne, japonaise et chinoise. Maintenant. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Merci encore de m'avoir posé. Voici alors les questions des problèmes. Qui a fait? Et est-ce que c'est réalisable? Je vais vous lire ce qui est même écrit dans le document que je vous ai donné parce que je vous voyais venir. Page 14. Nous disons, beaucoup vous diront c'est impossible. Page 14. Beaucoup vous diront c'est impossible. Mais nous savons que c'est possible si nous faisons trois choses. Réorienter nos dépenses publiques. Moins de gaspillage, moins de prestige inutile, plus d'investissements productifs. Si nous luttons contre la corruption, chaque franc détourné est une école non construite, un emploi non créé. Nous instaurerons une transparence totale dans les marchés publics. Si nous mobilisons les financements intelligents, les ressources budgétaires propres à travers une politique fiscale adéquate, ce que je vous ai expliqué, des partenariats publics-privés, la mobilisation de l'épargne nationale, les investissements de la diaspora, vous verrez que c'est un des leviers, je crois que c'est le 11e ou le 12e, où nous parlons de la plurinationalité, la transformation de nos ambassades en poste avancé du rayonnement économique de la diaspora, les ressources du secteur privé, nous en avons parlé tout à l'heure, les ressources du marché financier, vous verrez dans le programme ce que nous pensons des marchés financiers, les ressources de la coopération bilatérale et multilatérale. Donc n'ayez pas peur. Un pays de même niveau de développement que le Cameroun, qu'est la Côte d'Ivoire, a 15 000 milliards de budget annuel. Pays de même niveau de développement. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui sont allés en Côte d'Ivoire. Quand vous atterrissez en Côte d'Ivoire, vous avez à Abidjan, vous avez l'impression que vous avez atterri à Douala. Et quand vous circulez en Côte d'Ivoire, quand vous partez d'Abidjan pour Yamoussoukro, en dehors de l'autoroute qui existe là-bas et qui n'existe pas ici, vous avez l'impression que vous partez peut-être de Yaoundé pour Malmayo par exemple. C'est la même chose. C'est pour que la PHP que nous avons existe là-bas. Enfin, il y a tout ça. Comment ils font? C'est parce qu'ils ont commencé à digitaliser et qu'ils ont investi dans des secteurs productifs. Nous, on n'investit pas dans les secteurs productifs. Donc, n'ayez pas peur. Je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire, je peux le passer un document qu'on ne vous a pas donné qui est celui-ci, mais peut-être qu'on va aussi le rendre public, qui est intitulé « Où allons-nous trouver l'argent pour financer nos promesses ?» C'est un document pour ça, je pense qu'il faut qu'on vous le donne. Où nous disons... Nous avons d'ailleurs dit à pratiquement 8 000 milliards. Et nous démontrons comment, en 2 ans, l'optimisation de l'assiette, de la gestion du contrôle de recouvrement des recettes fiscales internes, nous l'avons dit, voilà, où nous serons portés à 8 000 milliards par an dès 2028. Nous expliquons tout, schématiquement. Les mesures de politique fiscale,
Tout est dans ce petit document que nous avons fait également, que nous allons mettre en circulation, que nous allons envoyer aux journalistes pour que vous lisiez également. Tout ça pour que vous n'ayez pas peur. Maintenant, je vous remercie de trouver que notre travail est tellement de haute facture que nous-mêmes nous sommes incapables de le faire et qu'il faut absolument que nous cherchions un cabinet. Il y a une chose que j'aime dire quand je suis sur le terrain. Je veux être le président qui connaît le Cameroun et je veux être le président que le Cameroun connaît. Monsieur Samuel Bonjour, je sais que vous avez posé la question pour me faire parler, puisque je vous connais. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je vous connais très bien. Quand je dis que je vous connais très bien, c'est parce que nous nous sommes vus plusieurs fois. Vous êtes dans cette salle, la plupart des journalistes qui sont là, Serge, Aimé, Jules, vous me connaissez. Donc je suis là. Vous la presse. Pour puisse dépasser à quel point, parce que ma progression était visible sur télé et de radio. Une chose caractérise la dynamique que je porte, c'est le travail. Nous pensons qu'il faut mériter la confiance des Camerounais. Regardez tout ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. D'aucuns disaient que c'était inutile, non? Les démonstrations que nous avons faites sur l'augmentation du... Quand il y a eu augmentation du prix du carburant, nous savons que c'est attaqué. Personne. Parce que c'était d'une inattaquable. Nous parlons... Lisez bien le document. Ouais, je me suis oublié. Il y a Glencore qui a 8... La partie querellée a 8 jours pour contester. Les 8 jours sont passés. Donc là où on est là maintenant, tout ce qu'il faut, c'est aller saisir leur compte. Et la convention de Mérida, la convention des Nations Unies contre la corruption, nous donne la possibilité de saisir leur compte, même s'ils sont aux Bahamas, et nous faire rembourser. Mais vous savez pourquoi on n'est pas remboursé? Parce que ceux qui doivent le faire sont encore allés prendre l'argent par derrière. Non, sortons de l'impuissance apprise. Arrêtons de croire que parce que nous avons fait 43 ans avec des gens qui n'aiment pas le Cameroun, qui n'aiment pas les Camerounais, qui n'ont jamais travaillé à résoudre les problèmes des Camerounais, que vous ne trouverez jamais assis en train de réfléchir comme ça. Et bien moi je vais vous dire, je n'ai pas eu besoin de trouver un cabinet. J'ai la chance de diriger un parti politique où il y a des experts, des économistes, des juristes, des experts en mine, des experts en tout ce que vous voulez. Nous en avons dans le PCRN. Si vous regardez le préfacier de l'ouvrage que j'ai publié il n'y a pas longtemps, ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès, disait le nom du préfacier, il dit ce qu'il est. Il est inspecteur des impôts. Il est fonctionnaire. Major de sa promotion à l'INAM. Connu de tous. Bon, il souffre aussi dans sa carrière parce qu'il a choisi d'aimer son pays. Et il le vit dans sa carrière administrative. Mais je suis même allé plus loin. Vous ne le savez peut-être pas. Il y a plein de Camerounais dans l'appareil d'État qui en ont marre. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui aime son pays, qui lui a besoin de la bonne information pour penser son pays, ben il me la donne. Quand je vous dis que je vais gagner le 12 octobre, il y a même plein de gens que vous voyez là, ils marchent là dehors avec les tenues des autres partis, de mes concurrents et qui vont me voter. Et ils me le disent, hein. Vous savez, moi je l'ai dit à la dernière conférence de presse ici, moi je ne suis pas dans l'opposition en train de chercher à débaucher des gens dans les autres partis d'opposition. Moi je peux vous donner la liste des élus et autres cadres d'administration avec qui je travaille. J'ai même envie de vous dire que j'ai déjà la liste des gens avec qui, en plus de ce que nous avons dans le parti, avec qui on va prendre le Cameroun en main dès le lendemain du 12 octobre 2025. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce que nous vous disons est réalisable, tout ce que nous vous disons est faisable. Si je m'étais placé devant vous ici et que je m'étais permis de grainer seulement les choses comme ça, mais vous êtes quand même des gens doués d'intelligence. Certains d'entre vous se seraient même déjà levés et partis en disant voilà, fou qui nous perd du temps et dit qu'il va faire telle chose. Non. Une chose est de dire ce que tu as l'intention de faire, une autre est de démontrer comment tu vas le faire. Et pour montrer, tu dois travailler. Parce que nous sommes dans un pays où il y a opacité, même l'info, on ne l'a pas. Il faut la chercher, croiser l'info, faire du benchmark, consulter des experts. Nous avons écrit le programme de santé, la Caisse nationale de sécurité santé. Nous disons comment nous allons faire pour que chaque Camerounais qui tombe malade puisse être pris en charge automatiquement. Nous travaillons ça avec des médecins, avec des experts de toutes sortes. Donc moi j'ai l'humilité de reconnaître que je ne connais pas tout. Et j'ai la grâce divine que ceux qui connaissent ce que je ne connaisse pas m'accompagnent dans cet ouvrage. Nous sommes prêts, monsieur Bonjour. Je répète, nous sommes prêts. Est-ce que les Camerounais nous accompagneront? C'est ce que nous souhaitons. Donc voilà. Alors maintenant il est tard, vous devez aller traiter des images. Il y a une dame qui voulait poser la question. On prend la dernière. Deux questions alors. Avec. Oui, toi, tes questions, je les connais. D'accord. C'est des questions polémiques. Elles ne sont jamais longues. Alors, merci beaucoup, honorable Cabral Libby. Je vais poser cette question, mais je vous signale que je n'ai pas peur. Je voudrais juste en savoir un peu plus. Le projet ambitieux de construction de 2 millions de logements sociaux est un projet phare intéressant. Maintenant, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur le terrain pour trouver un logement. Étant donné les difficultés rencontrées, je le disais tantôt, par les citoyens pour trouver un logement, ainsi que les problèmes liés à la malhonnêteté de certains agents immobiliers. Quelles sont les mesures concrètes que vous envisagez de prendre pour faciliter l'accès au logement pour tous et la transparence dans ce secteur-là? Ça veut dire que si j'ai besoin d'un logement, je ne vais pas épuiser déjà un mois de loyer dans la recherche du logement. Un agent immobilier ne va pas me schématiser comme on dit chez nous et je vais facilement trouver un logement. Merci. Dernière question. Merci. Bonsoir, président. Bonsoir. Non, c'est bien de parler au micro parce que le son passe en direct sur les plateformes des réseaux sociaux. Je suis Jean-Marie Anaba de la radio Royal FM. Président, c'est vrai que vous avez anticipé un peu. J'étais en train de cogiter sur la page 14 du document en me posant une question, celle de savoir comment est-ce que dans 5 ans, on va transformer le Cameroun en paradis avec 20 000 milliards. Calcul rapide, on se rend compte que le budget en question sera budget annuel en dessous du budget que nous utilisons en ce moment. Ce qui nous avons partout là, les poubelles et bien d'autres encore.
mais vous avez expliqué en donnant les 3 solutions miracles que vous proposez. Et j'ai pensé quand même, peut-être j'ai pas lu tout le document, j'ai insisté sur la page 14 en me demandant quelle est la place de la dette, que ce soit la dette intérieure ou extérieure. Vous allez hériter le 12 octobre prochain ou au soir du 12 octobre d'un pays lourdement endetté. Est-ce que les experts du PCRN, qui ne viennent pas des cabinets comme vous l'avez dit, et les experts d'en face vous ont donné une solution à l'endettement, ou alors c'est M. Biya qui va payer la dette avant de partir? Merci Jean-Marie. Alors je réponds rapidement à ces 2 questions. Alors tout à l'heure j'ai parlé du logement, madame. Vous étiez là. J'ai parlé du logement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut codifier ce secteur, à la vérité. L'expoliation dont vous avez fait l'objet, ou dont les citoyens font l'objet avec des agents immobiliers, c'est à tout le conventionnement des métiers. Nous sommes encore, hélas, dans un pays où n'importe qui se lève un matin. Et non, pas seulement agent immobilier. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple où vous vous levez un matin, qui monte les planches. Ça attire votre attention quand vous regardez que sur les planches, la tondeuse est dessinée. Et quelqu'un avait une punk. Vous devinez donc que c'est un salon. C'est ça qui est grave. Et ça, c'est une chose qui ne peut plus jamais exister. Deuxième chose, parce que nous allons assainir la gestion de la ressource publique et que nous allons recréer la confiance vis-à-vis de notre endettement, les taux d'endettement vont avec le taux d'endettement de votre économie. Par exemple, le Cameroun n'a pas le même taux d'endettement que le Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays la rémunération déjà le contraire, c'est-à-dire que c'est pas parce que si vous louez une maison où le plafond est cassé, vous êtes bien obligé de réparer le plafond pour vivre dans cette maison. Donc nous allons trouver une dette qui est énorme, que nous allons devoir gérer. Nous allons moins le ressentir, parce que le service de la dette, même en le maintenant, on va baisser le taux du service de la dette. Mais encore que vous savez, tout ça dépend toujours, et ça il faut avoir l'honnêteté de le dire, des échanges que nous avons avec les partenaires, dont nous nous détacherons au fur et à mesure. Mais on va hériter d'un pays où ces partenaires ont noué un certain, je parle des partenaires, qui, lorsque nous élaborons nos budgets, nous imposent un certain nombre de choses, par exemple les quantités que nous réservons au service de la dette. Mais nous, on va renégocier de façon en élargissant suffisamment le service de la dette. Donc il faut simplement rationaliser la dette. On va rembourser, Jean-Marie, ce qu'on va trouver. On va même le rembourser tellement vite qu'on va se retrouver dans une situation comme celle de l'Algérie à un moment de son histoire, il y a quelques années, où l'Algérie avait épongé toute sa dette et se proposait même de prêter de l'argent, y compris à des pays développés. Bon, je sais qu'il y a une grande ligne de fracture entre l'Algérie et nous. L'Algérie est un très grand producteur de gaz naturel. Ils ont des réserves qui se chiffrent, je crois, à 700 000 pieds cubes, je crois. Alors que le Cameroun, nous sommes entrés dans le quota des 20 pays exportateurs de gaz naturel. Mais nos gisements ne sont pas encore totalement découverts. Je pense qu'il y a du meilleur qui nous attend. Donc, voilà le projet ambitieux. Merci pour vos questions, mesdames, messieurs les journalistes. Voilà le projet ambitieux. Ah oui, s'il vous plaît. Ça, je peux quand même. Qui fait que nous nous retrouvons en été à l'école, alors qu'ailleurs, les gens se retrouvent en été en vacances. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie de la saison sèche. Parce que nous avons par ailleurs derrière une politique touristique qu'on n'a pas évoquée ici, que vous verrez dans les documents, et qui sera en grande partie indexée sur les saisons où on peut circuler, ou les saisons favorables aux déplacements et autres. Nous allons régler la question du temps scolaire. Le temps scolaire, nous pensons qu'il faut l'aérer pour que d'apprendre seulement l'histoire, la géo-chimie et tout le reste, il faut aussi un temps pour apprendre les arts. Nous évoquons également la question du livre, bien que le Cameroun ait ratifié la convention de Florence, mais ça même, vous la presse, notamment la presse écrite, vous le ressentez très bien sur les intrants de la presse. Il faut régler la question du livre au Cameroun et permettre à des entreprises d'édition camerounaises de produire le livre localement. J'espère que vous savez que le gros de notre livre est complètement importé. Chaque rentrée, il y a des problèmes de livres. Mais là, on ne parle que du secondaire et du primaire. Personne n'a jamais abordé dans ce pays la question du livre universitaire. Au point où il y a des étudiants qui font de la première en quatrième année sans jamais acheter un livre. Et parfois sans jamais avoir lu même un livre. Ça, c'est un problème. Hélas, il faut régler du supérieur, il faut régler le problème de l'édition du livre chez nous. Nous évoquons également tout ça, cela dans notre programme. Évidemment, la question de la carte scolaire, ça c'est un gros problème. On sait même sur la base de quoi on fait la carte scolaire au Cameroun. Mais, évidemment, il y a une chose que nous avons annoncé que nous allons faire. Vous savez maintenant où on va trouver l'argent. C'est que dès que nous sommes élus, nous allons octroyer à chaque commune du Cameroun 2 milliards de francs CFA pour régler 4 trains d'urgence. Les urgences routières, pour que chaque commune puisse s'acheter les 5 engins qui coûtent globalement 500 millions de francs, que sont un compacteur, une pelle chargeuse, un bulldozer sur roue, une niveleuse et un camion, pour entretenir les routes en terre. Deuxième train d'urgence, les urgences hospitalières. Si on donne 500 millions à chaque commune pour régler les urgences hospitalières. Troisième train, les urgences scolaires, refaire les salles de classe et les numériser. Et puis évidemment, quatrième train d'urgence, la nourriture. Faire de nos communes des unités de production de la nourriture, chacune en rapport avec sa zone agroécologique et ses réalités foncières et ses réalités. Les défis qu'il y a à relever dans ce pays-ci nécessitent de l'énergie. Un président qui en a suffisamment pour être sur le terrain au quotidien, aux côtés des Camerounais,
et qui porte des réformes qui vont apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Pardon, je le dis de façon prosaïque. La clé de 2025, c'est la responsabilité individuelle. On en a tous marre. Si vous n'êtes pas indigné par l'état dans lequel se trouve ce pays, je ne sais pas de quoi vous êtes fait. Moi, j'en suis indigné. Et cette indignation me pousse spontanément et instinctivement à donner tout ce que je peux pour que nous sortions de ce marasme, de cette misère, de cet abîme. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais laissez-vous toucher par ce marasme, laissez-vous toucher par cette misère. Sortez des considérations convenues, tout le reste, on est dans des choses qui nous éloignent de la vérité. La solution est entre les mains de chaque Camerounais, entre les mains de chaque électeur. Celui qui veut le changement, qu'il vote pour le projet du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Merci beaucoup. Responsabilité individuelle, c'est la clé de cette élection et la surveillance du vote. Et Dieu seul sait le rôle clé que jouent les médias pour la sensibilisation des masses. Je voudrais, au nom du PCRN, au nom du candidat du PCRN à cette élection, vous dire infiniment merci. D'abord pour la patience, je réitère les excuses pour l'attente au démarrage. Je vous dis de tout cœur merci d'être resté. J'ai scruté la salle pendant longtemps pour voir si les gens trépignaient d'impatience. Et je me suis rendu compte certainement que du fait de la pertinence et du propos, la pertinence du programme et les qualités de tribun de celui qui prenait la parole, les gens étaient plutôt concentrés. J'espère que le journaliste qui a demandé lors de la dernière conférence de presse, si nous n'avons pas de programme, est servi. Nous ne nous sommes pas limités à la parole. Les documents sont là. J'ai même envie de dire que je mets au défi les journalistes. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. C'est une go très très sexy. Je ne peux pas résister. Je jure, elle est mignonne. Ah oui, comme Caroline Lord, la princesse de toutes les autres princesses. Hey, ma chérie, beauté là, ça va te tuer. Oh. Viens faire ton petit malin. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sexy? Elle est sexy. Est-ce qu'elle est jolie? Oh. Elle est jolie. Allez, fais ton boucan, fais ton boucan. Crâné, crâné, crâné. On va crâner, hey, hey. Allez, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. On va boucan, hey, hey. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sexy? Elle est sexy. Est-ce qu'elle est jolie? Oh. Elle est jolie. Allez, fais ton boucan, fais ton boucan. Crâné, crâné, crâné. On va crâner, hey, hey. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. C'est une go très très sexy. Je ne peux pas résister. Je jure, elle est mignonne. Ah oui, comme Caroline Lord, la princesse de toutes les autres princesses. Hey, ma chérie, beauté là, ça va te tuer. Oh. Viens faire ton petit malin. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sexy?
Elle est sexy. Est-ce qu'elle est jolie, oh? Elle est jolie. Allez, fais ton boucan, crâner, crâner, crâner. On va crâner, allez, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. On va boucan, est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sexy? Elle est sexy. Est-ce qu'elle est jolie, oh? Elle est jolie. Allez, fais ton boucan, crâner, crâner, crâner. On va crâner,